Dans ce dernier cours, nous allons aborder les derniers types de sons qui nous restent sur le plan acoustique, les sons que l'on appelle les sonantes. Alors il y a deux catégories de sonantes que l'on verra petit à petit. Tout d'abord, on va commencer par la définition acoustique des sonantes en général, puis on verra les sonantes non nasales, c'est-à-dire les liquides, les semi-voyelles et l'arotique. Alors l'arotique, c'est pas compliqué, c'est le R. Je verrai après pourquoi on l'appelle l'arotique et pourquoi on ne l'inclut pas dans les fricatives. Nous verrons cela pendant, la séance. Et enfin, les sonantes nasales qui ont toute une propriété que l'on a déjà vue, l'antiformant. Bien, donc commençons par les sonantes. Les sonantes, leur définition, ce sont des sons périodiques de faible amplitude. Donc vous vous souvenez que les voyelles sont des sons périodiques de forte amplitude, les obstruantes sont des sons apériodiques qui ont soit une faible amplitude pour les occlusives, soit une forte amplitude pour les fricatives. Et là, nous avons des sons périodiques de faible amplitude. Donc vous voyez que les quatre catégories de sons que l'on a vues, c'est-à-dire les voyelles, les occlusives, les fricatives et les sonantes, peuvent être définies à partir de ces deux paramètres. Sons périodiques ou apériodiques, sons de faible amplitude ou de forte amplitude. Ça nous forme un tableau avec quatre cases, et dans chacune des cases, on trouve l'un de ces types de sons. Donc, je répète, périodique, forte amplitude, c'est les voyelles. Périodique, faible amplitude, ce sont les sonantes, c'est ce que l'on va voir maintenant. Apériodique, forte amplitude, les fricatives. Apériodique, faible amplitude, les occlusives. Donc c'est pas très compliqué. Donc son périodique de faible amplitude pour les sonantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc je reviens sur des choses que normalement vous connaissez déjà. Un son périodique c'est quoi? C'est un son qui est formé à partir d'oscillations qui sont répétées à l'identique et à intervalles réguliers. C'est ça, un son périodique. Et comment on repère un son périodique sur un spectre, sur un spectrogramme? Eh bien, on a la présence d'harmoniques. Et alors, notamment lorsqu'on a un son qui n'est pas un son pur, mais un son qui passe par un filtre, eh bien, ces harmoniques peuvent être plus ou moins renforcées. Donc, on a des formants. D'accord? Donc, on a des formants lorsqu'on a un son périodique. Lorsqu'on a un son apériodique, on n'a pas de formants. On a du bruit, on a éventuellement des formants de bruit, mais ce sont plutôt des nuages de bruit. Ce ne sont pas des zones d'harmonique renforcée, donc pas des formants. Et enfin, l'amplitude, eh bien, on a vu que c'était l'importance de la variation de pression. Donc, plus on a une amplitude forte, plus le son est intense, et plus l'amplitude est faible, moins le son est intense. Donc, les sonantes ont un son qui est moins intense, l'amplitude est plus faible. La source de ce son périodique qui est à la base des sonantes, eh bien, c'est la vibration du larynx, c'est la vibration des cordes vocales, autrement dit, la fréquence fondamentale, exactement comme pour les voyelles. Et c'est pour cela que l'on a vu, dans le tout début du semestre, que toutes les sonantes étaient sonores, sauf exception. On a vu d'ailleurs qu'il n'existait pas de symbole particulier pour les sonantes sourdes, on met un petit rond en dessous ou au-dessus lorsqu'il n'y a pas de place en dessous. Et on reparlera de ces cas un petit peu après lorsqu'on va voir la lecture des spectrogrammes. Mais donc l'important c'est qu'on a une fréquence fondamentale exactement comme pour les voyelles, et cette fréquence fondamentale est à la base des harmoniques qui vont créer les formants après le passage dans les filtres. Ces harmoniques, je le rappelle, sont des multiples entiers de cette fréquence fondamentale, d'accord? Donc c'est bien la fréquence fondamentale qui est au fondement des formants que vous observez sur un spectrogramme. Puis cette fréquence fondamentale, comme pour les voyelles, passe par tous les filtres de l'appareil phonatoire qui sont exactement les mêmes, puisque l'appareil phonatoire n'a pas changé en cours de route. On a toujours la cavité pharyngale, la cavité buccale, la cavité nasale et la cavité labiale. Et toutes ces cavités ont une importance sur la résonance, c'est-à-dire sur la mise en relief de certains formants, de certaines harmoniques, et l'affaiblissement d'autres harmoniques. Bien. Et donc on se retrouve avec des formants. C'est bien ça qui est le point central de ce qui va nous permettre de reconnaître les sonantes. Donc on a des formants, et on a des formants, je le répète, avec une faible amplitude. Pourquoi une faible amplitude? C'est très simple. On a vu dans le cours sur les voyelles, il y a 2 semaines, que la forte amplitude des voyelles était due au fait qu'il y avait très peu d'obstruction du passage de l'air.
Et puisqu'il y a très peu d'obstruction du passage de l'air, eh ben, il y a une forte pression qui est exercée, enfin une forte pression, une pression plus importante qui est exercée sur les molécules d'air qui sont à l'extérieur de l'appareil phonatoire. Tandis que si on obstrue le passage de l'air, et c'est le cas des sonnantes qui obstruent un peu plus le passage de l'air, soit en empêchant l'air de passer par la cavité buccale, c'est le cas des nasales, soit en empêchant l'air de passer au milieu de la cavité buccale et par les cavités nasales, c'est le cas par exemple du LE, et les autres cas de sonnantes comme aussi les semi-voyelles qui empêchent l'air de passer par un resserrement un petit peu plus important de la distance entre la langue et le palais, par exemple, pour le Y. Et donc, cette obstruction, elle empêche l'air de passer. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que la pression infraglottale est très légèrement, alors attention, ce ne sont pas non plus des obstruantes, mais très légèrement supérieure à la pression supraglottale. D'ailleurs, je ne devrais pas dire pression infraglottale et pression supraglottale, je devrais dire la pression qui est à l'intérieur de la cavité buccale est supérieure très légèrement à la pression qui est à l'extérieur de la cavité buccale. Et bien du coup, les molécules d'air qui partent vers l'oreille de votre interlocuteur, elles ne sont pas à l'intérieur de la cavité buccale, elles sont à l'extérieur. Et donc si la pression sur les molécules d'air à l'extérieur de la cavité buccale est moins importante, eh bien le son a une amplitude plus faible. Donc c'est tout à fait normal. Les sonnantes étant plus obstruées, plus obstruantes, encore une fois, ce ne sont pas des obstruantes pour autant, hein, mais ne permettant un peu moins l'air de passer que les voyelles, eh bien c'est tout naturel qu'elles aient une amplitude moins forte. Donc voilà, donc on a nos deux éléments qui permettent de reconnaître les sonnantes, les formants, qui sont l'effet de la périodicité du son, qui sont l'effet du fait qu'il y a une vibration des cordes vocales, et l'amplitude plus faible. Et donc sur un spectrogramme, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça ressemble à ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire des formants qui sont un peu plus gris que les formants des voyelles. Donc là, par exemple, vous avez un mot qui désigne une région de l'Inde, une langue de l'Inde, le Malayalam. Et dedans, vous avez plein de sonnantes et vous avez des voyelles. Alors les voyelles, c'est toujours le A, d'accord? Donc ça vous permet de comparer. Et les sonnantes, vous avez du me, vous avez du le et vous avez du ye. Qu'est-ce que l'on remarque? Alors, on va peut-être commencer par l'oscillogramme d'ailleurs. On remarque que les voyelles correspondent toujours, comme on avait vu il y a 2 séances, à une espèce de petit bulbe. Donc elles ont une amplitude plus forte. Donc là, il n'y a aucun changement avec ce qu'on a vu précédemment. Et tout ce qui est entre ces bulbes, eh bien, ce sont des consonnes. Donc ici, sur l'oscillogramme, on ne peut pas voir que ce sont des sonnantes. Pour pouvoir dire que ce sont des sonnantes et pas des fricatives ou pas des occlusives, il faut voir s'il y a une périodicité du son. Alors si on zoome, on pourrait le voir éventuellement sur l'oscillogramme, mais c'est plus simple de le voir sur le spectrogramme. Donc on regarde sur le spectrogramme, et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, première chose, on voit que les sonnantes ont effectivement une amplitude qui est plus faible que les voyelles qui sont à côté, puisqu'elles sont un peu plus grises et moins sombres. Et la deuxième chose que l'on voit, qui est important, c'est qu'elles ont des formants. Ici, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, éventuellement 3 et 4 même. Voilà, donc on a des formants pour les sonnantes, exactement comme pour les voyelles. Les sonnantes ressemblent énormément aux voyelles. La seule différence, c'est qu'elles sont moins intenses. Donc pensez toujours à comparer un son qui contient des formants avec les sons voisins. Parce que si le son voisin est plus sombre, c'est que probablement le son que vous observez est une sonnante et pas une voyelle. Et inversement, si le son voisin est plus gris, c'est que le son que vous observez est plutôt une voyelle et pas une sonnante. Vous voyez, les sonnantes sont assez simples à repérer. On verra après comment les reconnaître entre elles. Mais déjà, il faut faire une différence qui est particulièrement facile à repérer, la différence entre les sonnantes nasales et les sonnantes non nasales. Alors, avant d'aborder cette question-là, regardons un tout petit peu les différentes représentations du son. On a vu le spectrogramme, on a vu l'oscillogramme. Voyons le spectre. Comparons une voyelle, une fricative et une sonnante. La fricative, vous avez des fréquences qui partent absolument dans tous les sens, qui ont une intensité égale ou approximativement égale dans les basses fréquences et dans les hautes fréquences et dans les moyennes fréquences. Donc c'est vraiment chaotique, c'est vraiment bien la caractéristique d'un son apériodique. Pour les voyelles, on a bien la caractéristique d'un son périodique, c'est-à-dire des fréquences plus fortes, plus intenses
dans les basses fréquences, et puis une diminution, euh, plus les harmoniques vont vers les hautes fréquences, plus l'amplitude diminue, c'est ce que l'on a là. Et pour le Le, eh bien, même chose, on a donc cette diminution de l'amplitude avec l'augmentation de la fréquence, qui est caractéristique, encore une fois, des sons périodiques. Et la différence entre le E et le LE, eh bien, c'est une différence d'intensité que l'on ne voit pas sous ce spectre, pour une raison assez simple d'ailleurs, c'est que je n'ai pas indiqué quelle était l'échelle d'amplitude ici. Donc vous ne savez pas si c'est bien la même échelle d'amplitude ou pas, donc vous ne pouvez pas faire la comparaison. Sur un spectrogramme, eh bien, on vient de le voir, mais comparons encore une fois maintenant avec les fricatives. Donc, pour les voyelles et le le, vous voyez que c'est assez visible. Le e a vraiment des formants très foncés. Le le a un premier formant ici qui est éventuellement assez foncé, mais le deuxième et le troisième, vous voyez, sont beaucoup moins foncés. Donc c'est bien une sonante. Et le che, vous voyez la différence, il n'y a aucun formant. Il y a des formants de bruit, des gros nuages de bruit, mais il n'y a pas de formant comme sur une sonante. Et maintenant, dans un mot, si on compare le, bon, on l'a fait avec les voyelles, donc vous voyez que ici, les formants sont moins intenses. Alors le 1 et le 2 éventuellement peuvent paraître éventuellement assez sombres, mais vous voyez que le 3 l'est beaucoup moins et tout le reste l'est beaucoup moins. Donc ici, si on compare avec les deux sons voisins, on voit bien que c'est une sonante. Là, on a du bruit, ce qui n'est pas le cas ici. Et ici, on a vraiment du bruit très fort, donc il y a une différence. Ici, faites attention, cette barre tout en bas, hein, certains pourraient penser que c'est un formant, que c'est le premier formant. Non, ce n'est pas un formant. Le VE est sonore, c'est une barre de voisement. Donc faites bien attention, ne confondez pas les deux. Donc pensez bien à la barre de voisement et ne pas la confondre avec les formants. Bien, donc voilà les sonantes. Alors maintenant, passons aux sonantes non nasales. Alors, quelle est la propriété des sonantes non nasales? Ben, c'est très simple. Ce sont des sonantes qui n'ont pas d'antiformant. Donc, qui n'ont pas de zone blanche dans les hautes fréquences, qui n'ont pas de fréquences fortement atténuées en haut du spectrogramme, tout simplement. Et bien maintenant, il va falloir faire la différence entre bon, déjà les sonantes non nasales et les sonantes nasales, mais également entre les différentes sonantes non nasales, et parmi lesquelles on connaît déjà la latérale, la rhotique et les semi-voyelles. Donc voilà, la rhotique c'est le re, les semi-voyelles c'est le y, le ue et le we, et la latérale c'est le le avec éventuellement son équivalent sourd, le la. Les caractéristiques communes, je viens de les présenter. On a présence de formants, faible intensité et absence d'antiformants. Maintenant, ce qui les distingue, on va passer peut-être quelques diapos. Ce qui les distingue, c'est la présence ou non de bruit, la présence ou non de formants plats. Alors, on verra ce qu'est formant plat, formant courbe. Et enfin, la position des formants, exactement comme pour les voyelles. Si le deuxième formant est plus bas, eh bien, ça indique quelque chose. S'il est plus haut, ça indique autre chose. Alors je reviens sur les représentations du son que j'ai zappé. Donc comment distinguer une sonante non nasale d'une sonante nasale? Donc, on vient de le dire, c'est la présence ou non d'un antiformant. Alors c'est quoi l'antiformant? C'est l'affaiblissement des fréquences les plus hautes du spectre d'un son. Sur un oscillogramme, on ne le voit pas très bien, mais on peut éventuellement remarquer quand même une petite différence, par exemple, entre le le qui est apical et le ne qui est également apical, mais nasal cette fois-ci. Cette différence, c'est que vous voyez que dans le le, on a une oscillation qui contient à l'intérieur plusieurs oscillations qui sont elles-mêmes assez larges, c'est-à-dire qui ont elles-mêmes une amplitude assez forte. Tandis que dans le ne, on a une grande oscillation qui contient plein de petites oscillations, mais qui ont une amplitude beaucoup plus faible. Eh bien, cette faiblesse de l'amplitude des petites oscillations à l'intérieur du nœud, eh bien, c'est la manifestation d'un antiformant. L'antiformant affaiblit les fréquences les plus hautes, donc on s'attend à avoir d'avoir des micro-oscillations de très faible amplitude, contrairement au le qui a des oscillations à l'intérieur de l'oscillation principale qui sont de plus forte amplitude. C'est exactement ce que l'on voit sur un spectrogramme lorsqu'on a du blanc en haut du spectre. Eh bien, c'est la même chose ici, sauf que c'est un peu moins lisible sur un oscillogramme.
Sur un spectre cette fois-ci. Alors le problème ici, c'est que pour rendre le spectre un peu plus lisible, j'ai pris une fenêtre de 5000 Hz et non pas de 10 000 Hz. Donc c'est... attendez, non, je dis des bêtises. Non, non, c'est bien 10 000 Hz. Par contre, on ne voit pas très bien la différence ici entre les deux sur les fréquences les plus hautes. La différence se remarque plutôt sur le quatrième formant. Vous voyez que le Le a un quatrième formant qui a une amplitude assez forte, tandis que le Ne a un quatrième formant qui a une amplitude un peu plus faible. Et sur le spectre, on voit la même chose. L'amplitude du quatrième formant ici est très faible, tandis que sur le Le, elle est plus forte. Bon, on verra des représentations un peu plus parlantes. Par exemple ici, celle-ci est déjà un peu plus parlante. Dans le mot allunir, alors on reparlera du Re plus tard. Le Le, vous voyez, a des fréquences ici qui ont une certaine amplitude. Le quatrième formant et le troisième, ici. Tandis que dans le Ne, on a un formant, deux formants, et puis ensuite, hop, jusqu'en haut, c'est du blanc quasiment total. Donc c'est ça l'antiformant, que l'on n'a pas dans le Le. Donc maintenant, les différences entre les différentes sonotes non nasales. Alors, les latérales n'ont pas de bruit et ont des formants plats, en plus d'avoir des formants, bien sûr, et une faible amplitude. Ça, c'est quelque chose de caractéristique à toutes les sonantes, et bien sûr, elles n'ont pas d'antiformant puisque ce ne sont pas des sonantes nasales. Donc, absence de bruit et formant plat, à quoi ça ressemble? Eh bien, à ceci. Vous avez un Le ici, vous voyez, un formant bas, un formant 1 bas, pardon, un deuxième formant qui est relativement haut, pas non plus très haut, mais qui est plus ou moins à la même position que le deuxième formant du A. Et les deux sont plats, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune transition des formants, ils n'évoluent pas ni vers le haut ni vers le bas, ils sont vraiment très plats. Pour le LE, l'équivalent sourd du LE, vous voyez que le deuxième formant se maintient, il est également très plat, il est un peu plus épais parce que ici il n'y a plus de périodicité, donc c'est un formant de bruit en réalité, mais quand même assez distinct. Et on n'a plus le premier formant, alors c'est pas vraiment qu'on n'a plus le premier formant, c'est qu'en fait il ne se mêle plus à la barre de voisement, donc il est beaucoup moins visible. Voilà, donc on a l'impression d'avoir qu'un seul deuxième formant assez haut. Voilà, donc faites attention à bien penser aussi au LE parce qu'il est plus fréquent que l'on pense en français. On l'a dans peuple à la fin du mot, on l'a dans oracle, etc. À chaque fois qu'il se trouve en fin de mot et à côté d'une consonne sourde, eh bien le LE est sourd. Alors dans un mot maintenant, justement le peuple. Le peuple, vous voyez le LE ici, donc deux formants qui sont moins intenses que les deux formants du E, donc c'est bien une sonante, pas d'antiformant, pas de bruit, présence de deux formants, donc plat, c'est bien une latérale. Ici, le sourd, on a un deuxième formant qui est un peu moins plat, c'est vrai. On a un peu de bruit, c'est logique puisque c'est un son apériodique, et on n'a pas la barre de voisement. Donc là, c'est un le sourd. Donc pensez bien à celui-ci, j'insiste. Maintenant, les semi-voyelles. Les semi-voyelles sont très proches des latérales, très proches, mais il y a une différence. C'est qu'elles ont des formants courbes. Et c'est vraiment la caractéristique des semi-voyelles. Alors on verra après que d'autres sons ont des formants courbes, notamment le ñ, mais qui est nasal cette fois-ci, donc qui a un antiformant, donc il y a toujours un moyen de le reconnaître. Donc les semi-voyelles, faible amplitude, présence de formant, absence d'antiformant, absence de bruit et formant courbe. On a trois semi-voyelles, le y, le ue et le we, et la courbe et la position de leurs formants correspondent plus ou moins à la position des formants des voyelles correspondantes. Pour le y, la voyelle correspondante, c'est le i. Pour le ue, la voyelle correspondante, c'est le u. Et pour le we, la voyelle correspondante, c'est le ou. Donc pour le y, on a un premier formant, vous voyez, qui est... Alors, vous voyez peut-être pas très bien la courbe, mais si vous faites bien attention, si vous regardez un petit peu plus loin avec un peu plus de recul, vous devriez la voir. Le premier formant, il descend très légèrement vers le bas, puis remonte après. Vous voyez, il n'est pas tout à fait plat, il est un petit peu courbe. C'est parce qu'il va chercher la valeur la plus basse, parce que c'est un son quasiment vocalique, c'est pour ça qu'on appelle ça une semi-voyelle, qui est très fermé. On a vu que plus le F1 était bas, plus la voyelle était fermée.
Donc, on a pour cela un F1 qui descend très légèrement et puis qui remonte juste après. Parce qu'il va chercher donc le F1 le plus fermé possible, le plus bas possible. Et le F2, à l'inverse, avec le F3 également, monte très légèrement, puis redescend. Donc ça fait une courbe inverse qui monte, puis qui descend. Et ce deuxième formant, il est très haut, exactement comme pour un I. Pour le UE, c'est quasiment la même chose. Le F1 fait la même chose, il descend, puisqu'il va chercher le son le plus fermé. Ça, c'est caractéristique de toutes les semi-voyelles, hein, puisque toutes les semi-voyelles sont des sons quasiment vocaliques qui sont plus fermés que les voyelles fermées. Par contre, le F2, qui est également haut, puisque c'est une semi-voyelle antérieure, cette fois-ci, au lieu de monter très légèrement puis de redescendre, il descend très légèrement. Donc il forme une courbe descendante puis montante. Vous voyez, c'est pas tout à fait plat, hein, ça descend très légèrement puis ça remonte. Mais le deuxième formant reste tout de même haut. Et enfin, pour le WE, eh bien, puisque c'est l'équivalent semi-voyelle du OU, les deux formants sont très bas. Donc ils forment une courbe qui va vers le bas, qui vont chercher les points les plus bas à la fois pour le F1 et pour le F2, puis cette courbe remonte juste après. Maintenant, en contexte, alors une phrase qui ne veut pas dire grand-chose, il y a 8 wistiti. Donc vous avez le ye, le ue et le we. Là, vous voyez bien les courbes. Le ye, alors on n'a pas de son qui précède, donc c'est vrai que c'est peut-être un peu moins lisible, mais vous devriez voir que ici, la transition se fait, voilà, on est au point le plus bas du F1, puis ça monte pour aller vers le F1 du A, ce qui est logique puisque le A est ouvert à l'opposé, hein. Même chose pour le F2 qui est très très haut, il descend pour aller chercher le F2 du A. Pour le UE, vous voyez que les courbes de F2 et de F3 sont inverses. Cette fois-ci, on descend puis on remonte. Et pour le UE, vous voyez que les courbes sont très marquées vers le bas. Là. Pour F1 et F2, on va chercher vraiment le point le plus bas dans les fréquences. Petite note qui n'a strictement rien à voir avec les semi-voyelles, remarquez que les deux T ici ont un bruit de friction qui est extrêmement long. Hein. Long presque autant, voire même plus que le bruit de friction des VLR. C'est pour une raison très simple que j'ai expliquée dans la correction de l'exercice de la semaine dernière, c'est parce qu'ils sont devant un I. Et parce qu'ils sont devant un I, on a une palatalisation de l'occlusive. Et cette palatalisation se fait avec le dorsum, qui, je le rappelle, est très peu mobile et donc qui prend beaucoup de temps à se relâcher. Et donc, ce bruit de friction n'est pas dû au relâchement de l'apex, mais plutôt au relâchement du dorsum qui, ici, anticipe la réalisation du I. Alors maintenant, on passe à la rhotique, c'est-à-dire le re. Alors j'étais étonné de ne pas voir de questions dans le forum me demandant où était passé le re dans le cours sur les obstruantes de la semaine dernière, puisqu'on a vu que le re était une fricative. Eh bien, en réalité, c'est une fricative sur le plan articulatoire, mais sur le plan acoustique, il a surtout les propriétés d'une sonante, ce qui est assez étrange. Bon, on ne rentrera pas dans les détails, mais je vais simplement vous donner ses propriétés. Mais vous verrez que c'est un petit peu un son hybride, puisque il a les propriétés classiques d'une sonante, donc formant, faible amplitude, absence d'antiformant puisque ce n'est pas une nasale, les formants plats comme une latérale. Par contre, il y a aussi la présence de bruit, contrairement aux autres sonantes. Donc c'est en cela que c'est un son un petit peu hybride entre les fricatives et les sonantes, mais qui est quand même vachement plus proche des sonantes sur le plan acoustique que des fricatives. Alors voyons voir à quoi ça ressemble. Là vous avez un re sonore et ici un re sourd. Donc pour le re sourd, c'est le bruit est extrêmement visible, hein, il est dans les hautes fréquences. Et vous avez également un formant, qui est plus un formant de bruit puisqu'on n'a pas de périodicité dans un son sourd, mais vous avez ce formant ici qui est assez distinct, qui est plat, exactement comme pour le hle. Et la différence entre le hle sourd et le re, c'est la présence de bruit tout en haut. Et pour le re sonore, vous avez également ces deux formants, alors qui sont peut-être plus rapprochés d'ailleurs. Le formant 2 est peut-être plus bas que pour le le. Et vous avez également en haut du bruit, alors qui n'est pas toujours bien visible, il faut dire. C'est vrai, mais que vous devriez pouvoir repérer normalement avec de l'entraînement. Donc ici, présence d'un bruit qui est caractéristique du re. En contexte, vous avez ici le mot prairie. Alors vous voyez que le re, eh bien, on a
aucune barre de dévoisement puisqu'il est sourd juste après un P. On a un fondement de bruit ici assez fin qui est plat, à peu près à la même hauteur que le deuxième formant d'un L. Et vous avez le bruit tout en haut. Donc c'est bien un R. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à une fricative ici, hein, quand même. Mis à part ce nuage de bruit qui est très peu épais, ça ressemble beaucoup à une fricative. Et pour le R, on a la barre de voisement avec le premier formant, le deuxième formant, éventuellement même le troisième. Tous sont plutôt plats et on a ici du bruit. Donc c'est bien un R et non pas un L. Un L, on n'aurait eu aucun bruit en haut. Voilà, donc on a fait le tour des sonantes non nasales. Passons maintenant aux sonantes nasales. Les sonantes nasales, je le rappelle, c'est exactement comme pour les voyelles nasales. Elles ont un antiformant et c'est ça qui permet de les reconnaître. Ensuite, ce qui permet de les reconnaître entre elles, je vais passer quelques-unes de ces représentations, on reviendra dessus après. Ce qui permet de les reconnaître entre elles, c'est exactement comme pour les voyelles ou pour les fricatives d'ailleurs, sauf que pour les fricatives, ce sont des formants de bruit. Eh bien, c'est la position des formants. La position des formants vous indique, et puis les transitions formantiques également des sons vocaliques à côté, nous reverrons ça, permettent d'indiquer le lieu d'articulation de ces nasales. Donc le nasal, il n'y en a pas 36 000 non plus, il n'y en a que 4, hein, en tout cas en français. Le me, le ne, le gne et le ng. On verra que les plus difficiles à distinguer, c'est le ne et le ng en réalité. Donc revenons sur notre petite représentation ici. Je rappelle que la présence d'antiformants, eh bien, ça se manifeste par un affaiblissement de l'amplitude des hautes fréquences. Donc sur un oscillogramme, on ne le voit pas très très bien, si ce n'est la très faible amplitude des petites oscillations à l'intérieur de l'oscillation principale. Sur un spectre, eh bien, c'est marqué notamment par la faible amplitude du quatrième formant et des fréquences qui suivent à partir du quatrième formant. Même chose sur un spectrogramme, puisqu'un spectrogramme est un spectre, mais avec la dimension de temps en plus. Et donc, nous allons passer maintenant à la différence entre les 4 nasales. Vous avez ici une représentation de nos 4 nasales hors contexte. Qu'est-ce que l'on remarque ? On remarque, premièrement, que le me, et c'est quelque chose d'assez attendu, a un deuxième formant qui va plutôt vers le bas, un petit peu comme pour un we, qui est également labial. Et c'est quelque chose d'assez attendu, puisqu'on a vu que les voyelles arrondies, quelles qu'elles soient, antérieures ou postérieures, ont un deuxième formant qui est plus bas. On a vu également que les obstruantes, qu'elles soient occlusives ou fricatives, bilabiales, ont un locus ou des formants de bruit qui sont bas. Eh bien, il est tout à fait normal que le me, qui est bilabial également, est un deuxième formant qui soit bas. Ça veut dire que la présence de fréquences basses, notamment au niveau du deuxième formant, c'est quelque chose de caractéristique des sons qui utilisent les lèvres, qui utilisent la cavité labiale. Pour le gne, on remarque autre chose, c'est presque l'inverse. Le deuxième formant, lui, fait un peu comme pour le ye, eh bien, il monte, puis il redescend. Donc ça forme comme une courbe. Et là, encore une fois, c'est assez attendu. Pourquoi ? Parce que le gne est palatal, le dorsum est collé au palais. Or, les sons palatales, quels sont-ils ? Eh bien, on a le ye qui est palatal, et on a vu que parmi les voyelles, l'équivalent de la palatalité, c'était l'antériorité. C'est la présence de la masse de la langue proche de l'avant du palais. Donc ça nous donne le i, par exemple. Or, quelle est la caractéristique du ye et la caractéristique du i ? Eh bien, c'est d'avoir un deuxième formant très haut. Donc c'est tout à fait attendu que le gne est un deuxième formant qui va chercher très haut dans les fréquences. C'est parce que c'est la caractéristique de la palatalité. Et enfin, le ne et le nge, eux, ont un deuxième formant qui est plutôt plat et qui est assez difficile à distinguer. Vous voyez que, alors, il est déjà un peu moins visible que pour le me et le nge, et surtout, la différence entre le ne et le nge n'est pas très très claire. Alors, voyons maintenant en contexte. Donc, entouré de deux voyelles. On va commencer encore par le me et le gne. Vous voyez que les transitions formantiques sont très claires, hein. Elles nous indiquent, elles nous confirment bien ce que l'on a vu précédemment. Ici, le deuxième formant vient pointer vers le bas de la nasale. Pareil pour la première voyelle. Dans le cas de gne,
le deuxième formant vient pointer vers le haut. Et puis d'ailleurs, on voit que l'ensemble des formants des voyelles et du deuxième formant du gne forment une belle cloche comme ceci, donc qui est très lisible. Et pour le ne et le gne, eh bien, c'est encore une fois pas très clair, puisque le deuxième formant semble presque disparaître. Il a une amplitude très faible, et on remarque que le deuxième formant monte légèrement plus pour le ne et un peu moins pour le gne. Mais ça, encore une fois, ça dépend des voyelles. Ça dépend des voyelles. Si c'est un i, eh bien ce ne sera pas la même transition. Vous vous souvenez, c'est ce que l'on a vu dans le cours de la semaine dernière. Si c'est un ou, ce sera encore pas tout à fait la même transition. Donc faites bien attention. Donc en fait, la différence entre le ne et le gne, elle est assez difficile à repérer, mais heureusement en français, eh bien le gne et le ne se rencontrent pas vraiment dans les mêmes contextes. Le ne peut se trouver entre deux voyelles, mais le gne, pas vraiment. Le gne, on le trouve à la fin des mots, comme dans parking, packaging, marketing, etc. Mais c'est quasiment tout. Donc vous ne devriez pas avoir de problème de ce type. Excusez-moi. Alors, il y a une chose que j'ai pas mentionnée d'ailleurs, et qui est la chose principale à remarquer. Qu'est-ce qui est commun à ces quatre nasales? Eh bien, c'est toute cette zone blanche que l'on observe entre disons, la zone du troisième formant des voyelles qui sont à côté et le haut du spectrogramme. On a une grande zone blanche. Alors, ce n'est pas une zone de silence, puisqu'il y a bien du son dans les fréquences les plus basses. Hein, ce n'est pas une zone de silence. C'est ça l'antiformant. Donc, on a tout un ensemble d'harmoniques qui sont extrêmement affaiblis et qui sont caractéristiques, enfin, pardon, qui est caractéristique, l'antiformant est caractéristique de la nasalité. Aussi bien chez les voyelles que chez les consonnes. Et là, on la repère très facilement, surtout si on compare avec les voyelles voisines. Voilà, donc on peut maintenant regarder un petit peu toutes ces nasales dans un mot. Alors bon, c'est un mot qui a absolument aucun sens. Hein. Mon agneau s'appelle King Kong. Vous voyez que ça n'a strictement aucun sens. Le me, alors avant déjà de parler du me, voyons où sont les nasales. Il suffit de repérer l'antiformant. Ici, on a bien un antiformant, surtout si on compare au son qui est à côté. Un antiformant, donc c'est une nasale. C'est bien un me. Ici, alors, on a un antiformant. Alors, faites attention, il y a un petit truc assez intéressant. On a une espèce de barre d'explosion ici. Mais remarquez qu'on a aussi en dessous des formants. Donc, vous pourriez hésiter ici entre l'occlusive et la nasale. Eh bien, ce n'est pas une occlusive parce qu'on a les formants et on a un antiformant qui est quand même plutôt lisible si on regarde, si on compare avec les voyelles qui suivent et qui précèdent. Donc on a un antiformant, on a des formants en bas, on a une faible intensité, donc c'est bien une nasale. Mais alors à votre avis, à quoi est due cette barre d'explosion? Eh bien c'est très simple, c'est que les nasales sont prononcées avec une fermeture totale du passage de l'air dans la cavité buccale. Et l'air ne passe en continu que par la cavité nasale. Eh bien, lorsque on laisse d'un coup passer l'air par la cavité buccale, eh bien, ça crée également une barre d'explosion que l'on peut voir dans certaines nasales. Alors, certaines plus que d'autres. Par exemple, le me, puisque les articulateurs sont plus mobiles, on la voit moins, cette barre d'explosion. C'est exactement comme pour les occlusives. Le ne, on la voit plus. Le gne, on la voit également un petit peu, vous voyez, ici. Donc, une barre d'explosion, eh bien, on peut en trouver parfois dans les nasales. C'est tout simplement parce que il y a un relâchement des articulateurs au niveau de la cavité buccale et ce relâchement crée d'un coup une légère augmentation de la pression à l'extérieur de l'appareil phonatoire. Donc c'est quelque chose de tout à fait attendu. Donc ne soyez pas choqués lorsque vous voyez une barre d'explosion au-dessus d'un ensemble de formants. Ça reste quand même des nasales. Bon, on continue. Ici, on a bien un antiformant. Si vous comparez avec la voyelle qui précède et la voyelle qui suit, c'est très clair. Là, on a toute une zone blanche. Alors attention, est-ce que c'est un antiformant? Non, puisque cette zone blanche est continue du haut du spectrogramme jusqu'en bas du spectrogramme. Donc ça, c'est une zone de silence. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a plus du tout de bruit qui passe. Donc c'est une occlusive. On continue, même chose ici. Zone de silence, pas antiformant, puisque le blanc est du haut jusqu'en bas du spectrogramme. En revanche, ici, on a bien un antiformant, caractéristique d'une nasale. Ici, un gne. Ici, c'est une zone de silence, puisqu'on n'a pas du tout de formant en bas. Alors, on a une très légère barre de voisement. Hein. C'est possible
King Kong soit presque un nge, précédé d'un nge suivi d'un très léger que. Hein, donc faites attention, hein, parfois la transcription n'est pas aussi précise que le son que l'on observe. Là, si je devais faire une transcription plus précise, je mettrais un petit ge juste à côté du que, pour préciser qu'il y avait entre le nge et le que un petit ge non nasal suivi d'un que. Et enfin ici, encore un antiformant. Et on n'a pas le formant 4 qu'il y avait sur le on. Et encore, cette voyelle étant nasale, il y a pas mal un antiformant ici aussi, mais moins fort que pour les consonnes nasales, puisque c'est normal, l'air peut passer également par la cavité buccale, donc l'antiformant est moins fort. Et donc c'est encore une fois ici un ng. Voyons maintenant les formants. Ici, le me a un deuxième formant qui est relativement bas et qui descend. Alors il descend aussi pour aller chercher le deuxième formant du on, qui lui est encore plus bas. Le ne a un deuxième formant qui monte très légèrement, d'accord, mais pas autant que pour le gne. Vous voyez ici à quel point le deuxième formant monte. Il monte vraiment très 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 haut. Ensuite, le gne ici, on ne voit pas grand chose. C'est un peu dommage, mais là, en fonction du contexte, vous pouvez savoir si c'est un ne ou un ne ou un me. Devant un que, c'est assez rare d'avoir un ne, par exemple, ou d'avoir un me, c'est encore plus rare. Et à la fin, voilà, on a un ge avec deux formants plats. Bon, là, vous pouvez hésiter entre le ne et le gne, et c'est en fonction du contexte que vous le saurez. Voilà. C'est terminé pour le cours de phonétique. Je vous mettrai peut-être un petit lien avec encore une source internet qui vous permettra peut-être de revoir certaines choses ou d'avoir un résumé un petit peu de tout ce que l'on a vu, si j'arrive à trouver cette source internet. Pour résumer ce que l'on vient faire dans ce cours, on vient de voir que les sonnantes étaient des sons qui avaient des formants et une faible amplitude. Certaines de ces sonnantes ne sont pas nasales et dans ce cas-là n'ont pas d'antiformant. Alors dans ce cas-là, il faut faire la différence entre les latérales qui ont des formants plats et pas de bruit, les semi-voyelles qui ont des formants courbes et pas de bruit, et les rhotiques qui ont des formants plats et du bruit. Ensuite, il y a la position des formants qui permet de reconnaître par exemple les différentes semi-voyelles entre elles. Et enfin, on a les sonnantes nasales qui ont un antiformant et des formants qui peuvent être plats ou courbes en fonction de la nasale. Alors pour le ne et le nge, les formants sont plutôt plats. Pour le me, peut-être légèrement courbé vers le bas. Et pour le gne, courbé vers le haut pour aller chercher le point F2 le plus haut dans l'échelle des fréquences. Voilà, donc maintenant la seule chose qui vous manque c'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement et de l'entraînement. J'insiste encore sur le fait que vous devriez vous entraîner avec Pratt vous-même parce que les spectrogrammes que je vous envoie, c'est déjà très bien, mais plus vous vous entraînez, mieux c'est. Donc entraînez-vous vraiment. Pour ceux qui ne peuvent pas télécharger Pratt parce qu'ils sont sur téléphone, par exemple, j'ai vérifié, Pratt n'existe pas sur téléphone. Par contre, il y a des tas et des tas et des tas de petites applications qui vous permettent d'avoir des spectrogrammes sur vos téléphones. Donc je ne vous en donne pas une en particulier parce que je ne sais pas encore quelle est la différence entre les applications qui sont sur Android, celles qui sont sur, je ne sais pas comment ça s'appelle, Apple, etc., etc. Donc simplement cherchez spectrogramme dans les endroits où vous trouvez vos applications sur téléphone, vous en trouverez pas mal. Cherchez l'application qui vous convient le mieux et entraînez-vous. Que ce soit Pratt ou autre chose, c'est assez peu important. Le spectrogramme est le même. Donc pensez bien à vous entraîner là-dessus. Encore une fois, le forum est là pour vos questions. C'est dommage que vous ayez peu de questions. Par exemple, sur les exercices que je vous avais donnés, je vous avais proposé de essayer de regarder si vous arriviez à trouver le mot dans certains spectrogrammes que je vous avais donnés sans vous donner le mot. Revenez sur ces spectrogrammes-là, essayez de voir peut-être si vous arrivez à trouver le mot à partir de toutes les informations que l'on a vues maintenant, qui sont des informations suffisantes pour pouvoir lire un spectrogramme en entier. Donc entraînez-vous, posez vos questions sur les forums, et alors pour le partiel, je vous réécrirai un mail. Il n'aura probablement pas lieu la semaine prochaine. Je vous laisserai un peu plus de temps pour le travail d'exercice. D'ailleurs, c'est sûr qu'il n'aura pas lieu la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on est encore en semaine 12, et donc on fera encore des exercices. Mais il n'aura peut-être même pas lieu en semaine 13, c'est ça que je voulais dire. Peut-être qu'on le reportera encore un petit peu.
on verra en temps voulu. Alors la forme que ça aura, j'en ai déjà parlé, j'ai pas beaucoup plus d'informations dessus, donc je vous dirai pareil en temps voulu, je vous écrirai un mail pour cela. Voilà, donc travaillez bien, je vous envoie les exercices demain le plus tôt possible. On fera encore un système avec un petit atelier où vous aurez à commenter les exercices des autres. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, ça vous permet de prendre du recul sur vos propres réponses. Voilà, donc travaillez bien et à demain pour les exercices.